Amis réfractaires, aujourd'hui on va parler d'un sujet passionnant qui a très peu fait les conversations et c'est bien dommage. On va parler de l'histoire récente de l'Équateur. Alors déjà l'actualité du pays est incroyable. Le 20 août dernier, il y a eu 4 votations à la fois. Les Équatoriens ont voté en référendum contre l'exploitation pétrolière en Amazonie, contre l'exploitation minière autour de la capitale de Quito et ils ont voté pour les élections législatives et présidentielles où le mouvement pour la révolution citoyenne, le parti de Rafael Correa, est arrivé en tête. Bon, il y a eu des votations en Équateur, mais pourquoi on en parle en fait, en vrai de vrai? Pourquoi est-ce que c'est historique? Pourquoi est-ce que quelque chose d'historique se passerait en Équateur alors que personne ne sait où ça se trouve l'Équateur? Alors pour ceux qui ne savent pas, l'Équateur se trouve donc en Amérique latine, entre la Colombie qui est ici et le Pérou. L'Équateur est là, ils ont une façade sur le Pacifique et c'est recouvert à 80% de la forêt amazonienne. Mais même en sachant ça, en vrai de vrai, ça résout pas le problème. Pourquoi l'Équateur? Pourquoi Rafael Correa? On parle d'un type que personne ne connaît encore une fois. Et bien c'est l'analyse de toute cette histoire récente de l'Équateur que nous allons faire aujourd'hui. Analyser les contradictions de cette histoire pour découvrir ensemble que nous avons des exemples concrets, des références sur lesquelles nous baser pour comprendre ce qui se passe dans le monde et surtout quoi faire. Aujourd'hui, amis réfractaires, nous allons voir ensemble les 3 leçons du peuple équatorien. C'est parti! Donc en Équateur, en 2000, tu as Lucho Gutiérrez qui organise une tentative de coup d'état en Équateur. Manque de peau, ça fonctionne pas, mais c'est pas grave puisque 2 ans plus tard, il gagne les élections présidentielles face à un des hommes les plus riches du pays, le magnat de la banane, Noboa. Le nouveau président se définit alors comme le meilleur allié de George Bush dans la région et adopte une politique néolibérale avec le recours du FMI. Pour appliquer cette politique, il faut donc des hauts fonctionnaires qui ont fait des études aux États-Unis, c'est un plus, et c'est le cas de Rafael Correa qui devient donc alors conseiller politique du vice-président de l'époque, sauf que tout va pas se passer comme prévu. Il semblerait que notre tout nouveau président ait truqué des élections avec des fraudes massives, ce qui arrive, ce qui produit une immense crise politique et le pousse à la démission. C'est donc Alfredo Palacio, son vice-président, qui récupère alors le mandat au vol, devient président et nomme son ancien conseiller Rafael Correa au ministère de l'économie. L'idée, c'est de calmer la contestation dans le pays en donnant à une personne affiliée de gauche un ministère de l'économie, comme ça, voilà, ça rassure un peu tout le monde, ça évite que t'as trop de manifestations, le président il peut régner comme il veut, tout ça. Sauf que le problème, c'est que Palacio, il va très rapidement regretter son choix par rapport à Correa. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie équatorienne est pas mal basé, pas que, mais pas mal basé sur le pétrole. 35% de ses exportations, c'est du pétrole. Ça représente un quart de son budget et 10% de son PIB. Notre ministre Correa va donc jouer sur cette exploitation de ce pétrole pour mener la politique qui lui semble juste. Déjà, il impose une renégociation avec le FMI. 20% des revenus du pétrole ne serviront plus à rembourser la dette extérieure, mais serviront à l'investissement dans l'éducation et la santé. Ils auront aussi des contrats avec les entreprises pétrolières états-uniennes qui abusaient clairement dans l'exploitation du pétrole équatorien. Il y a donc un changement total de politique. Avant c'était full États-Unis, maintenant c'est la guerre économique contre les États-Unis, d'accord? Réaction, les États-Unis rompent leur accord de libre-échange avec l'Équateur et même la Banque mondiale va arrêter son programme de développement. Et en conséquence de tout ça, tu as la popularité de Correa qui explose là aussi parce que les gens ils sont contents en fait de défier l'empire états-unien de cette façon et de rebalancer le pognon du pétrole dans des programmes sociaux. Tu vas avoir même Correa qui va être applaudi par la foule. T'imagines? En France, genre Bruno Le Maire applaudi par la foule, c'est impossible, tu vois. En Équateur, ça s'est passé avec Correa. Surtout qu'à côté, Correa, en fait, il a une grande gueule. Il explique bien les choses et montre qu'il a des ambitions qui sont un peu plus loin que le ministère. 4 mois après sa nomination, il démissionne, devient candidat de l'Union des partis de gauche et en 2006, grâce au travail des écolos, des militants, de tout le monde, il remporte l'élection présidentielle à 56% au second tour face à Noboa, encore lui, le même milliardaire magnat de la banane.
2006, Correa devient président. Et que fait un économiste proche d'Hugo Chavez? Je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant. Que fait un économiste proche d'Hugo Chavez une fois à la tête d'un État? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Doublement du salaire minimum, division par 2 du salaire présidentiel, introduction d'un salaire maximum dans le privé, renforcement des aides pour les plus pauvres et pour les personnes en situation de handicap, construction de 300 000 logements sociaux, multiplication par 3 du budget de l'éducation, augmentation des élèves boursiers, construction d'universités, réforme de la police qui permet de diviser par 3 le nombre d'homicides policiers et de faire de l'Équateur le pays le plus sûr d'Amérique latine, renforçant ainsi le tourisme. Puis la construction d'immenses infrastructures logistiques, énergétiques et de transport qui sont construits partout dans le pays. Entre 2007 et 2014, l'Équateur est le pays d'Amérique latine qui a le plus réduit ses inégalités. Le taux de pauvreté est passé de 36% à 22%. Et là, ce sont des chiffres, je vous en donne juste un dernier. Ça représente la transformation de millions de vies équatoriennes. Donc tu as bien compris, Correa oriente totalement l'économie et la politique de l'État dans une autre direction. Sauf que le souci, c'est que tu as beau distribuer de l'argent comme ça, à un moment donné, il faut quand même en trouver de l'argent, d'accord? Et où est-ce qu'il le trouve, ce pognon-là? Et bien en fait, la réponse, elle est simple. Ils prennent le pognon là où il est, hein. C'est toujours la même histoire. Déjà, ils nationalisent les puits de pétrole et renégocient leur exploitation pour que l'État équatorien reçoit une plus grande part des bénéfices. Et vu le prix du baril de pétrole à cette époque, ça a rempli bien les caisses. Deuxièmement, la multiplication par 4 du revenu de l'impôt grâce à une chasse aux fraudeurs fiscaux, notamment les cols blancs. Et là, on parle de 10 milliards en un an. Du coup, c'est un quart du budget de l'État. Voilà, pour te donner une idée, c'est énorme. Troisième point, Correa va être malin. Il va demander une audit de la dette, c'est-à-dire une analyse pour savoir d'où viennent ces dettes-là. Il en ressort que 40% est en fait issu des intérêts et que du coup, elle est jugée illégitime. Correa annonce alors, notamment au FMI, qu'il ne remboursera pas la dette de l'État équatorien. La panique dans les marchés fait effondrer les prix de la dette équatorienne et Correa n'a plus qu'à racheter cette dette-là pour une bouchée de pain et du coup, totalement régler le problème de la dette, puisque la dette a été rachetée par l'Équateur, donc ils n'ont plus à balancer des intérêts, des remboursements de fou, et ça représente des milliards par an, ça. Ce qui est quand même plutôt une belle opération, hein. Des fois, on peut se servir des marchés financiers à ses propres intérêts. Pour remettre un petit peu dans son contexte, on va quitter un petit peu Correa pour parler un petit peu de ce qu'était l'économie équatorienne. En fait, elle était orientée totalement vers les États-Unis. En gros, les États-Unis fournissent de l'argent via de la dette et ces institutions internationales comme le FMI. Ils contrôlent alors par ce chantage l'économie équatorienne qui l'oriente vers l'intérêt de ces entreprises états-uniennes en créant, par exemple, en Équateur, des filières spécialisées capables de fournir des matières premières de premier prix avec des contrats d'exclusivité, histoire que les boîtes états-uniennes, par ces privilèges économiques, puissent gagner des marchés à l'international et augmenter leur rendement et leur profit. Parce que la banane, eux, ils en ont plus et pour moins cher que les autres, d'où d'ailleurs les accords de libre-échange qui permettent de limiter à maximum les taxes et donc de favoriser à maximum les entreprises états-uniennes. Et vu que l'Équateur ne fait que de l'exportation adaptée au marché états-unien, il ne développe donc pas les autres industries qui sont présentes aux États-Unis. Par exemple, l'industrie lourde ou les énergies, si on compte pas le pétrole brut, ou encore la manufacture. Rien de tout ça n'est produit en Équateur, puisque c'est produit aux États-Unis. Donc les États-Unis exportent leur production et l'Équateur l'achète, tout simplement. L'objectif pour les États-Unis aussi, c'est de combler un peu la surproduction de leur industrie états-unienne. Ils n'arrivent pas à tout vendre sur leur territoire. Du coup, ils vendent à des pays étrangers. Ce qui fait que le FMI, en fait, finance la surproduction des entreprises états-uniennes pour essayer de leur garantir un maximum de profit encore et encore. Et si tu veux un peu plus de détails sur cette histoire, on a fait une vidéo sur la crise de 1929. Qui parle de ça, évidemment, ça a un lien avec la surproduction. Ce contrôle permet aux États-Unis d'avoir des accès géopolitiques aussi dans les frontières maritimes, ça les avantage diplomatiquement, genre maintenir le blocus économique face à tel pays, ou encore la délocalisation qui permet un accès à la main-d'œuvre pour pas cher, toujours encore une fois pour augmenter ses rendements. Et ça, ce que je vous ai fait, c'est une définition un petit peu partielle, mais quand même vraie, de ce qu'on appelle ici l'impérialisme. On termine notre parenthèse sur l'impérialisme, et on se rend bien compte, donc, quand on revient sur Correa et qu'on repense à son programme de refinancement de l'État avec des impôts et du pétrole, qu'en trouvant du financement par lui-même, l'État se libère du chantage à la dette que constituait l'impérialisme états-unien, notamment avec l'annulation de la dette. Ce qui fait que la politique économique de Correa est bien une guerre économique
contre les intérêts états-uniens. Et vous allez voir, ça va même plus loin qu'une guerre économique. L'une des premières mesures très populaires de Correa est la fermeture de la base militaire de Manta. La plus grande armée du monde est alors chassée de l'Équateur. Pire, quand les États-Unis ont voulu extrader Julian Assange pour ses révélations de crimes de guerre, le plus grand journaliste du XXIe siècle trouva refuge dans la petite ambassade équatorienne à Londres. L'homme le plus recherché au monde par l'empire le plus puissant au monde avec la plus grande des armées et le plus grand des services de surveillance est protégé par le petit État équatorien. Et ça pendant 7 ans, c'est historique. Et pour ceux qui sont un peu familiers de l'histoire politique internationale de ces époques-là, tu as Chavez à un moment donné à l'ONU qui a fait une déclaration, il a dit que Bush c'était le diable, d'accord, à l'ONU, le gars il balance ça. Et un journaliste pose la question alors à Correa de savoir mais qu'est-ce que vous pensez de cette phrase de Chavez? Et Correa répond c'est une insulte pour le diable. Donc en gros il y a une confrontation frontale avec les États-Unis, et ça plaît énormément la population équatorienne qui a dû subir pendant des années et des années les conséquences de l'impérialisme états-unien. Et évidemment, il y avait toute une partie de la bourgeoisie, pas toute la bourgeoisie, mais toute une partie de la bourgeoisie qui était dépendante en fait des accords commerciaux avec les États-Unis qui sont en train d'être enlevés comme ça, et dont le profit venaient des bas salaires qu'il y avait en Équateur. Donc l'augmentation des salaires, ça les arrange pas non plus en fait. Donc en fait, ils perdent du pognon, ils perdent du marché, ils perdent du pouvoir. Alors, ils parlent dans leurs médias, ils financent des partis d'opposition, ils créent des polémiques à la con, ils essayent même de faire des coups d'État. Bref, ils font ce qu'ils n'ont jamais cessé de faire, de la lutte des classes pour essayer de dégager Correa du pouvoir. Sauf que le problème, c'est que Correa, il a avec lui, l'État. Et avec l'État, on peut faire chier les riches en fait. Quand on y pense, la première des institutions bourgeoises en Équateur, c'était la Constitution. C'était la Constitution qui permettait de corrompre les élus et d'acheter le pouvoir de l'État. La première mesure de Correa est donc une nouvelle Constitution qui permet l'instauration du référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC, qui permet de déclencher un référendum si une pétition atteint 5% du corps électoral. Le peuple alors chope le pouvoir politique qu'il va pouvoir opposer aux abus de l'État, aux abus des riches, et ça même indépendamment de Correa. Un RIC a été mis en place 12 ans avant les Gilets jaunes. La Constitution accorde aussi un droit pour la nature, la Pachamama, un droit qu'on retrouve aussi en Bolivie. Et dernière chose, il y a une reconnaissance et une protection des peuples indigènes très présents en Équateur et très influents dans la culture équatorienne, un pays qui est essentiellement recouvert par la forêt amazonienne et qui est l'un des plus écolos au monde. Autre problème dont doit faire face Correa dans cette lutte des classes, c'est que les banques possèdent 90% des médias en Équateur. Ça me rappelle une histoire ce truc-là. Ce qui permet donc aux riches de faire de la propagande en permanence pour essayer de décrédibiliser Correa. Et donc il va créer une chaîne publique et il va s'afficher souvent, très souvent. Et il va parler beaucoup parler pour faire en sorte d'attaquer tous ses opposants, mais surtout pour expliquer les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, les difficultés auxquelles il doit faire face, les changements d'approche au fil des jours, pour ne rien laisser au hasard, pour étouffer dans l'œuf toutes les polémiques et pour politiser un maximum la population, pour qu'il soit capable de repérer et de contrer la propagande des riches. Et histoire de définitivement régler le problème médiatique, Correa fait voter une loi auquel peut-être il faudrait s'inspirer nous Français. Cette loi-là intègre des quotas dans la propriété des radios et des télés. Un tiers d'entre elles doivent être publiques, un autre tiers privé et le dernier tiers à but non lucratif. Ce qui fait que pour une fois, tu as des associations, des militants, des travailleurs qui ont la parole à la télé et à la radio. Et ça change tout, parce qu'en fait ça brise le monopole médiatique des financiers. Et que par exemple, si les riches en Équateur voulaient, je sais pas, faire une polémique sur la baya pour diviser les gens, par exemple, je dis ça, je dis rien, et ben en fait, ils peuvent le faire sur leur chaîne à eux, c'est-à-dire un tiers des radios et des télés, mais t'as quand même Correa qui contrôle un autre tiers et qui parle de son programme à lui, et t'as un autre tiers qui parle, et ben en fait, de ce que les gens veulent parler, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, des dividendes, des problèmes écologiques et des problèmes sociaux et compagnie. Ce qui fait que le monde politique n'est plus contrôlé par les riches. Et ça, en vrai, c'est une révolution qui est, je trouve, aussi forte et aussi importante que la nouvelle constitution. Donc Correa et son mouvement politique, la révolution citoyenne, ils ont pris la tête de l'État et utilisent les outils de l'État pour saboter toutes les institutions des riches, c'est-à-dire par exemple les médias, la constitution, le chantage salarial, le chantage à la dette, la propriété privée, des gros moyens de production. En fait, ce qui s'est passé en Équateur est une immense leçon de gouvernance qui a été observée
soutenu et un peu copié par quelques Français. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis, ils ont vachement décrié Correa, et toute la presse occidentale balançait de la merde, comme ils ont l'habitude de balancer au niveau de l'Amérique latine. Et donc, pour se défendre de ces critiques internationales, Correa prendra la parole dans l'un des plus grands journaux du monde, largement traduit et distribué, réputé pour son analyse critique et son indépendance. Je parle évidemment de notre monde diplomatique à nous Français. Et cette collaboration avec des Français ne s'arrête pas là. À l'époque, il y avait un parti qui s'appelait le Parti de gauche, vraiment le pire nom de parti du monde, de l'histoire de France, je crois que c'est ça. Et en fait, c'était la première organisation qui a été créée par Mélenchon après son départ du Parti socialiste. Et c'est un peu comme LFI, mais avec beaucoup moins de gens, en beaucoup plus structuré, avec des militants qui sont formés. Et moi, j'ai connu une personne qui avait lancé, quand elle était étudiante, un blog de contestation. Elle a été repérée par le Parti de gauche, elle a été formée par le Parti de gauche, et vu qu'elle parlait espagnol, elle a été envoyée en Équateur. Mais pas pour faire un stage avec Correa en mode « Ah, c'est trop bien, le Parti de gauche avec le mouvement pour la révolution citoyenne ». Non, elle a participé au gouvernement de Correa. Elle a aidé politiquement et elle a fait ce qu'elle a pu pour soutenir le programme de Correa. Ce qui fait que tu as des gens du Parti de gauche qui avaient été suffisamment bien formés pour pouvoir intégrer des gouvernements qui mettaient en application la révolution citoyenne. Ce qui est pour moi l'une des plus méconnues, mais l'une des plus stylées actions organisées par un parti contestataire en France. Et pour la petite histoire, Mélenchon va créer ensuite la France Insoumise, qui est largement inspirée de la révolution citoyenne en Équateur, et ce qui va totalement changer l'histoire politique de France, comme quoi en fait il y a pas mal de choses à apprendre de l'international. La décennie Correa fut parmi les plus justes et les plus dignes de l'histoire politique en Équateur. Mais elle s'est terminée en 2017 lorsque Lénine Moreno, l'héritier de Correa, son vice-président, gagne les élections au nom du mouvement pour la révolution citoyenne et trahit ses promesses et ses électeurs, revient vers le FMI et détruit tout l'héritage du coréisme. Et en général, l'histoire elle se termine ici. Genre, Correa a fait du bon boulot, mais Lénine Moreno a trahi. Ce qui est assez faux. Ce qui est assez faux parce que dans cette histoire, il y a un problème, c'est que la Constitution, elle est censée être démocratique. Comment est-ce qu'une Constitution démocratique peut laisser faire un traître comme Moreno trahir toutes ses promesses sans que le peuple ne puisse jamais intervenir ? C'est quand même bizarre cette histoire-là. Comment ça se fait que les riches ont été suffisamment organisés pour justifier ce coup d'État et pour l'imposer sans qu'il y ait de contestation, sans qu'il y ait de grandes manifestations, sans qu'il y ait de grands blocages qui auraient rendu impossible la gouvernance de ce traître-là? C'est peut-être qu'en réalité, la constitution de Correa n'était peut-être pas si démocratique que ça, et que l'organisation révolutionnaire du peuple qui a permis l'accès au pouvoir de Correa n'a peut-être pas tenu la longueur comme espéré. Et pour vous expliquer ça, je vais devoir vous refaire un peu la même histoire, en y ajoutant quelques détails que j'ai fait exprès d'omettre et que je vais vous révéler maintenant. Ok, il y a des choses qui vous ont peut-être fait tiquer dans l'exposé précédent. C'est le fait que ils ont dit merde au FMI et merde globalement à tous les gens qui auraient pu leur prêter du pognon. Et ils ont quand même réussi à financer des programmes sociaux et d'infrastructures colossales dans tout le pays. Alors c'est bien le pétrole et ça rapporte du pognon, c'est vrai, sauf que le problème c'est que l'Équateur c'est pas l'Arabie Saoudite et que les réserves de pétrole elles commencent sérieusement à ralentir, tu vois. Ce qui fait que pour maintenir ne serait-ce que la production de pétrole en Équateur, il faut qu'ils investissent toujours plus dans de nouvelles infrastructures. Donc en fait, oui, ils gagnent plus de pognon avec le pétrole, mais c'est pas non plus du pognon gratuit qui tombe du ciel comme ça, quoi. Il y a pas tant que ça, tu vois. Et surtout, c'est bien beau de construire des infrastructures, genre des barrages, mais évidemment, l'Équateur n'a pas ces entreprises-là, comme elle n'a pas les entreprises qui permettent de mettre en place des réseaux électriques complexes et de les entretenir avec des pièces de rechange, tu vois. Tout simplement parce que, historiquement, l'économie équatorienne a été spécialisée et orientée vers l'exportation pour intégrer le marché états-unien, les bananes, le pétrole brut et puis les crustacés, la pêche, ce genre de choses. Donc pas de quoi construire des barrages hydrauliques, tu vois. En fait, c'est les États-Unis qui importaient tout ce dont les Équatoriens avaient besoin. Ce qui fait que Correa se retrouve dans une situation un peu délicate parce que l'économie est totalement déséquilibrée. Il n'a pas assez de financement pour tout faire. En plus de ça, il n'a pas les entreprises pour faire ce qu'il a besoin, les infrastructures, les constructions. Il n'a pas le système bancaire qui permettrait de faire des gros prêts bien solides pour pouvoir financer des projets à long terme. Il n'a même pas de monnaie en fait parce que l'Équateur est un pays dollarisé, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas imprimer du pognon ou alors ils ne peuvent pas jouer avec le taux de change pour essayer de trouver... Non. C'est pas possible. Donc en gros, l'Équateur est en situation de codépendance avec les États-Unis. Ils ont cassé cette codépendance-là, mais ils se retrouvent donc avec une économie qui est totalement déstructurée et qui peut pas répondre à tous les besoins de la population. Donc il fallait trouver une solution. Et donc là, c'est un point très important de cette vidéo.
le développement économique équatorien dépend de la seule autre puissance étrangère au capitalisme suffisamment développée pour pouvoir exporter une industrie polyvalente, une production manufacturière qui manque en Équateur et aussi une finance. Et cette autre grande puissance capitaliste, évidemment, c'est la Chine, ce qui fait que l'époque de Correa, en réalité, c'est surtout l'époque des accords commerciaux et économiques avec la Chine. Regardez par exemple ce barrage hydraulique, financé par des banques chinoises à hauteur de 7% le taux d'intérêt, c'est pas mal, et construit puis exploité par des entreprises chinoises. Le réseau de haute tension, pareil, des entreprises chinoises. Les infrastructures de contrôle des inondations, des banques et des entreprises chinoises. L'eau est même redirigée vers des turbines chinoises pour produire de l'électricité. Incroyable, hein? Le projet minier Mirador de 1,3 milliard, ce sont des banques et des entreprises chinoises, là encore. Les aides à l'agriculture qui poussent encore plus la spécialisation vers l'exportation avec les bananes et compagnie de l'agriculture équatorienne, ça vient d'où tout ce pognon-là? Ça vient des banques chinoises, là encore. Et c'est exactement le même raisonnement avec les rails, les aéroports, les routes, les écoles, les universités. En réalité, la magie du coréisme, c'est la puissance de l'industrie et de la finance chinoise qui déborde sur l'économie équatorienne. Peu à peu, la Chine devient le premier créancier équatorien et du coup le premier exploiteur étranger de l'Équateur. D'une dépendance états-unienne, l'Équateur passe à une dépendance chinoise et évidemment, tous ces accords commerciaux ne sont pas faits avec l'international communiste qui fait que tout ça pourrait être profitable pour tous les peuples de la... Non. Non. Si la Chine fait ça, c'est parce qu'elle a des intérêts économiques bien précis. Et donc là, on refait une parenthèse impérialisme. La Chine, comme tout bon pays capitaliste, est coincée dans une crise de surproduction. Ces immenses monopoles doivent continuer à gagner plus d'argent et ces banques à faire des crédits encore et encore pour augmenter leurs profits. Sauf que le marché chinois est saturé. Tous les barrages ont été construits, toutes les routes ont été construites. Je veux dire, ils en sont même rendus à construire des villes fantômes pour essayer de combler un peu cette surproduction et après ils détruisent ces villes-là pour en reconstruire de nouvelles, sauf que évidemment, dans ce cas des villes fantômes, le rendement est absolument dégueulasse, ce qui fait que c'est des pertes sèches pour ces entreprises. L'objectif alors de l'État chinois est de coordonner les banques chinoises qui recherchent à faire des prêts absolument et l'industrie chinoise qui recherche des débouchés absolument, de coordonner la finance et l'industrie pour les exporter sur des marchés extérieurs en signant des accords économiques. En faisant ça, il offre un nouveau terrain de jeu pour les banques et pour l'industrie pour pouvoir rentabiliser un peu leur construction. Cette fois, c'est plus des villes entières fantômes qui construisent, ce sont des barrages pour l'Équateur qui rapportent du pognon et donc de la rentabilité. Dites-vous que si la Chine n'avait pas fait ça, ils auraient été face à une immense crise financière et économique, mais vraiment colossale. L'Équateur est alors totalement intégré au marché chinois et de la même façon qu'avec les États-Unis, cette dépendance-là fait que c'est la Chine qui décide. Et décide quoi? D'orienter les entreprises équatoriennes vers l'export qui est profitable aux industries chinoises, c'est-à-dire ceux qui ne rentrent pas en concurrence avec ces monopoles, le pétrole brut, les crustacés, la banane. C'est à peu près la même situation. Donc le capitalisme se développe d'abord dans un relatif protectionnisme national. La concurrence mène à des monopoles puis à une saturation des marchés intérieurs qui nécessite une conquête des marchés étrangers avec l'État qui coordonne l'ensemble des industriels et des banques et faire en sorte de conquérir des marchés qui sont plus rentables que les marchés intérieurs qui sont saturés. Ça, c'est la définition économique de l'impérialisme qui est le sujet un peu de cette vidéo et qui est à comprendre comme un stade d'évolution du capitalisme. Une des grandes différences, si on doit en faire une, entre l'impérialisme chinois et l'impérialisme états-unien, c'est que l'impérialisme états-unien est basé sur une surproduction de ce qu'elle a dans ses frontières, c'est-à-dire une industrie lourde de l'armement, de la finance. Tout le reste a été délocalisé en Chine, ce qui fait que ça passe surtout par le FMI et essayer de racketter un peu de pognon et d'essayer de choper un peu de pétrole, mais pas plus que ça. Alors que la Chine, elle a reçu toutes les délocalisations d'Europe et des États-Unis, ce qui fait que sa crise de surproduction à elle est beaucoup plus industrielle, ce qui fait que son impérialisme est beaucoup plus orienté sur les infrastructures. Ce qui arrange pas mal les pays qui ont été sous-développés par l'impérialisme états-unien, d'où le fait que tu as énormément de pays d'Amérique et d'Afrique qui se tournent aujourd'hui vers la Chine. T'as vu comment tout fait sens là? C'est incroyable, hein? On ferme la parenthèse impérialiste, mais il faut comprendre que le cœur du truc, c'est le rendement. La Chine cherche du rendement à l'étranger pour ses banques et pour ses industries. Et pour s'assurer de ce rendement-là, il faut signer des accords commerciaux. Et c'est ce qu'ils vont faire avec l'Équateur. Des accords
accords qui lui permettent de s'assurer que s'ils mettent 10 milliards là-dedans, ils vont pouvoir en tirer des bénéfices. Concrètement, ces accords passent par un deal. L'économie chinoise finance et construit des infrastructures. En échange, l'entreprise pétrolière d'État équatorienne garantit l'export de plus de la moitié du pétrole du pays avec un prix en dessous du prix du marché. C'est un échange infrastructure contre pétrole peu cher et garanti avec la Chine comme créancier. En réalité, la plupart des décisions économiques sont dictées par les intérêts de la Chine et par ces accords commerciaux qui sont signés avec la Chine. Donc en fait, c'est presque les documents les plus importants qu'il faut savoir pour connaître en réalité qui a le pouvoir en Équateur et vers où se dirige le pays. Sauf que le problème, c'est que ces contrats sont cachés. Correa, le grand démocrate, le révolutionnaire qui parle à la télé des heures entières, ne révèle pas pourtant les documents qui sont les plus importants. Il faudra attendre 10 ans et le travail journalistique de Fernando Villavicencio pour avoir un aperçu de ces contrats. Pour résumer, le journaliste annonce que en 10 ans, l'État équatorien a remboursé avec son pétrole 18 milliards de dollars de dettes à la Chine et ils ont perdu 4 milliards juste avec la ristourne là qu'ils ont faite pour la Chine qui est de l'ordre de 3 dollars sous le prix du marché. Et 4 milliards, c'est énorme pour l'Équateur. Donc vous l'avez compris, l'économie équatorienne est exportatrice, donc elle dépend d'acheteurs étrangers de nombreuses importations. Donc en fait, ils sont totalement dépendants des accords commerciaux avec les pays étrangers. Et vu que l'Équateur a dit merde au FMI, il n'y a plus que la Chine qui couvre tous les besoins de l'économie équatorienne. L'État chinois impose donc les accords commerciaux qui sont dans l'intérêt de ces entreprises et de ces banques. Donc il y a 3 dépendances. La dépendance politique de s'il y a un retour à la vie d'avant pour les Équatoriens, ça veut dire que le gouvernement il se fait dégager, tu vois. Mais tu as aussi une dépendance industrielle, c'est que les barrages qui sont construits et exploités par exemple par les entreprises chinoises, en fait ils peuvent pas forcément être maintenus par les Équatoriens eux-mêmes. Donc en fait, si les Équatoriens veulent exploiter les infrastructures que la Chine a construites, ils sont obligés d'avoir des accords commerciaux avec la Chine qui exploitent ces infrastructures. Et tu as une troisième dépendance, la dépendance financière, qui est rythmée de manière un peu surprenante, mais en réalité pas du tout, c'est l'annulation de la dette que fait la Chine par rapport à l'Équateur. Mais ça, c'est pas fait gracieusement, c'est fait en échange par exemple d'un accord de libre-échange et de concessions d'exploitation pétrolière et minière. L'objectif des boîtes chinoises, c'est d'exporter les marchandises équatoriennes sans concurrence et d'y exploiter les ressources pour ces industries pour avoir un avantage compétitif à l'étranger. Enfin, bref, c'est les États-Unis, pareil, c'est l'impérialisme, quoi. Les dettes s'accumulent et pour maintenir sa production pétrolière malgré le fait que l'OPEP veulent diminuer la production pour augmenter les prix, et en fait l'Équateur décide de sortir de l'OPEP pour maintenir sa production donc en multipliant de partout dans le pays les projets d'infrastructure pour le pétrole mais aussi pour les mines. Bref, il n'y a pas de miracle, l'indépendance économique ne se décrète pas, l'anti-impérialisme ce n'est pas que un discours, les deux ce sont un rapport de force économique qui se construit. Et ce que je viens de raconter, c'est la réalité pour la plupart des pays américains et africains aujourd'hui. On l'a vu par exemple avec la vidéo sur le Niger où l'impérialisme français est succédé par un autre impérialisme, l'impérialisme chinois et russe. Tu vois, on est un peu toujours dans ces mêmes contradictions-là. Sauf que l'Équateur a quelque chose d'unique qui fait que face au développement de l'impérialisme chinois, ils ne vont pas réagir comme les autres. Troisième leçon, le développement capitaliste atteint des limites et en général, quand ça se passe, c'est un peu le bordel. Ok, alors l'Équateur est un pays touristique. Tu as l'Amazonie, les îles Galapagos, tu as une nature protégée par la Constitution, une sécurité, et parmi tous les trésors de la nature équatorienne, tu as la cascade San Rafael. C'est beau, c'est classe, c'est touristique, et tu as 30 000 personnes qui viennent la voir par an. Sauf que le problème, c'est que le 2 février 2020, la cascade s'effondre. Genre, il n'y a plus de cascade. Il n'y a pas de lien officiel qui permette de savoir qu'est-ce qui a fait que la cascade s'est effondrée, mais disons qu'il y a un gros indice. Si tu remontes le fleuve contre-courant à la nage comme ça pendant 20 km, en fait, tu tombes sur un immense barrage hydraulique qui a été financé par des banques chinoises et construit par des banques chinoises. Et donc, en fait, y a des gens qui font le lien, évidemment, entre cette construction du barrage qui date de 2016 et 4 ans plus tard, l'effondrement de la cascade. Et là commence à apparaître une contradiction
contradictions. D'un côté, le développement des infrastructures chinoises et de l'autre, la Pachamama, la terre-mère. Et vous allez voir, ces contradictions ne s'arrêtent pas là. Ce barrage, il était censé produire 50% de l'électricité du pays, sauf qu'il a été construit sur de la terre molle. Enfin, je sais pas trop comment dire, c'est pas de la pierre, quoi, tu vois, c'est quelque chose d'assez mou. Et du coup, il y a des fissures qui commencent à apparaître très rapidement sur le mur du barrage. Et donc, en fait, l'État équatorien ne peut pas exploiter pleinement ce barrage-là, juste à 50%, quoi. Ce qui fait que tu as des investissements toxiques qui font que le barrage ne produit pas suffisamment d'électricité pour rembourser l'emprunt toxique qu'a fait l'État équatorien envers des banques chinoises. Un mauvais investissement qui conduit à une catastrophe écologique, c'est pas ouf, hein. Alors clairement, l'État équatorien s'est fait avoir dans l'histoire. Quant aux entreprises chinoises, en fait ça dépend, hein. Celles qui ont construit le barrage, elles ont été financées par la banque, donc c'est pas trop... Voilà, ils ont déjà l'argent. Le risque, c'est juste que l'État équatorien ne trouve pas les revenus pour rembourser cet emprunt toxique. Sauf que, bon, c'est pas trop un souci parce qu'ils peuvent taper un peu sur des programmes sociaux, une petite austérité pour rembourser la dette, ou si la dette n'est pas remboursée, tu as l'État chinois qui intervient et qui enlève une partie de la dette en échange d'accords commerciaux. Donc en fait, ils sont pas trop perdants dans l'histoire. Et vaut mieux toujours ça que construire des villes fantômes, encore une fois. Sauf qu'en s'écroulant, la cascade elle a modifié le flux d'eau encore une fois, ce qui a provoqué une érosion régressive. Alors moi non plus, je connaissais pas le terme, donc je vais t'expliquer rapidement. C'est pas compliqué. En gros, tu as le courant du fleuve qui passe par là, et une érosion régressive, c'est quand tu as une érosion qui arrive et qui remonte le fleuve comme ça de bout en bout, tu vois. Donc au lieu de suivre le courant, ça va à contre-courant. Et donc là, tu as la cascade San Rafael qui s'effondre et tu as une érosion régressive qui commence à partir de là et qui remonte petit à petit et jusqu'à 20 km plus loin, toucher un jour le barrage hydraulique. Donc une érosion sur un barrage qui est construit sur une terre molle. Ça va pas bien finir cette histoire. Alors l'érosion, elle prend du temps, hein, ça se fait pas d'un seul coup, mais petit à petit, ça arrive. Donc l'État équatorien a été obligé de mettre des énormes vis comme ça juste au pied du barrage pour essayer de stabiliser un peu le sol, pour éviter que cette érosion régressive ne fasse une catastrophe écologique de taré en détruisant le barrage en fait. Donc tu as une érosion et tu as un changement du flux du fleuve, et ça produit un petit peu partout en fait, tout le long du fleuve, des glissements de terrain. Et ça c'est con parce qu'en fait c'est vraiment une région où tu as plein de pipelines, ce qui fait que les glissements de terrain rencontrent des pipelines qui cassent, donc ça ralentit la production de pétrole, ça oblige le gouvernement à baisser la production de pétrole en conséquent, et surtout, en fait ça provoque d'immenses pollutions avec des déplacements de population par milliers et par milliers. Par exemple en 2020, tu as 15 000 barils de pétrole qui se sont retrouvés dans un affluent de l'Amazonie. Les populations du coin portent encore les lourds héritages de cette catastrophe écologique. Pour vous dire, c'est la pire marée noire depuis plus de 10 ans. Et ça, c'est l'actualité quotidienne des Équatoriens depuis pas mal d'années, hein, parce que ça arrive très régulièrement. Autre que ce barrage-là, tu as aussi l'effondrement d'un pont à Napo qui a arrêté l'un des plus gros pipelines du pays. Depuis l'exploitation du pétrole en Équateur dans les années 1960, tu as eu plus de 1000 marées noires. Et tu as les gosses qui ont étudié l'environnement avec les programmes sociaux du gouvernement coréen, là, qui analysent aujourd'hui la toxicité violente de ces pollutions. Et tu as des manifestations anti-pétrolières qui éclatent en conséquent, avec des indigènes qui portent le combat politique et judiciaire pour tenter de faire fermer ces exploitations. Les infrastructures sont aussi très vieillissantes, certaines datent donc des années 60, d'où les pipelines régulièrement détruits. Alors il faut les rénover, mais il manque énormément de capitaux étrangers. Exemple, la raffinerie d'Esmeralda, la plus grande du pays, elle a besoin d'être totalement retapée. L'État équatorien cherche donc des investisseurs étrangers depuis plus de 3 ans. Ils ont même une adresse mail si ça t'intéresse, si tu as 3 milliards à investir dans le pétrole, c'est vraiment le bon moment, hein. Je suis pas sûr que ce soit très le bon moment, tant que ça monte un petit peu quand même. Cerise sur le pompon, la centralité de l'État et le manque de démocratie de la constitution équatorienne produit d'immenses affaires de corruption dans le secteur pétrolier qui poussent à des démissions et qui augmentent encore le manque de confiance face à cette industrie-là. Donc le développement économique de l'Équateur, dominé par l'impérialisme chinois, pousse à une production toujours plus grande de pétrole. Sauf que les réserves s'appauvrissent, les infrastructures vieillissent et se détériorent, les catastrophes environnementales se succèdent, les affaires de corruption explosent, tout comme la contestation contre cette industrie. La production doit économiquement augmenter, mais socialement et environnementalement, ce n'est pas possible. Et ça,
Ça, c'est une des plus grosses contradictions dans lesquelles s'est fourvoyé l'Équateur. Là, on a parlé un peu d'un scandale écologique, mais par-dessus ça va se rajouter un scandale démocratique. Et pour parler de ça, il faut revenir à l'époque de Correa et causer du Yasuni. Le Yasuni, c'est cette région à l'est de l'Équateur. Alors comme ça, c'est pas super sexy avec une carte. Par contre, si je vous mets ces images, là, ça a beaucoup plus de gueule. 4000 espèces de végétaux différents, plus de 1000 espèces animales, dont certaines endémiques. Il y a plus d'arbres sur 1 hectare du Yasuni que dans l'Amérique du Nord tout entière. C'est beau, c'est stylé, c'est un trésor environnemental qui repose sur une immense poche de pétrole. Ouais, et tu sens le truc arriver. Donc quand Correa arrive au pouvoir, la question se pose, est-ce qu'il faut véritablement exploiter à fond les réserves du Yasuni? Eh bien, le raisonnement économique dit évidemment oui, parce qu'il faut du pétrole pour faire le deal avec la Chine, et surtout qu'il faut anticiper dès maintenant la fin des réserves des autres puits de pétrole qui sont exploités depuis longtemps. Sauf que le problème, c'est que si tu mets des puits de pétrole là-dedans, ça va polluer de fou, quoi, surtout avec des pipelines qui vont casser, qui vont provoquer des marées noires. Donc d'un côté, tu as le développement économique, et de l'autre, tu as la Pachamama que Correa vient d'inscrire dans sa nouvelle constitution. Encore une fois, le même dilemme. Et quelle va être la réaction de Correa? Un peu surprenante, il va lancer un financement participatif. Via l'ONU, Correa lance un crowdfunding, appelons les choses comme elles sont, avec un principe simple. Financer la moitié de ce que rapporterait à l'État équatorien l'exploitation du pétrole de Yasuni, et en échange, l'État équatorien n'exploite pas le pétrole de Yasuni. Correa demande donc à la communauté internationale 4 milliards de dollars pour éviter la destruction d'une des zones naturelles les plus riches du monde. Aux pays développés et qui se disent écolos, d'allonger l'argent et d'éviter l'émission de 400 millions de tonnes de CO2. En fait, c'est une forme de crédit carbone avant l'heure et qui sont vraiment basés sur quelque chose, pas les trucs qu'on a maintenant, tu vois, vraiment quelque chose de concret. Et vous savez quoi? Grande surprise, non pas du tout, ça va pas marcher, même pas 1%. Même pas 1% il va recevoir du financement. Donc, en gros, soit il arrête le développement du pays et il rompt les accords avec la Chine qu'il aurait pu entreprendre et tout, soit il s'attaque au Yasuni. Et donc, en 2013, il signe les bons papiers, les bons décrets, et il dit, go, les puits, les pipelines dans le Yasuni, on y va à fond les gars. Et il sous-traite ça à des entreprises chinoises. En Équateur, les exploitations pétrolières sont divisées en plusieurs blocs. Et le principal de l'exploitation est basé sur le bloc numéro 43, où se trouvent 20% des réserves de pétrole, et dont sont maintenant tirés 13% de la production du pétrole. Et donc la polémique de l'autorisation de l'exploitation du pétrole de Yasuni va s'incarner à travers ce bloc 43. Mais si tu te souviens un peu du début de la vidéo, on avait dit que Correa il avait mis en place un référendum d'initiative citoyenne justement pour éviter ce genre d'abus de pouvoir. Et donc ce qui va se passer, c'est que les militants, notamment ceux qui ont fait élire Correa en 2006, ces militants-là, ils vont faire signer une pétition, ils vont rapidement atteindre les 5% du corps électoral, et donc quasiment au même moment où Correa autorise l'exploitation du Yasuni, tu as un référendum qui est censé être déclenché pour empêcher cette exploitation-là. Enfin, ça, c'est ce qui aura dû se passer normalement. Parce que en fait, le pouvoir, il a dit non, on n'organise pas le référendum. Le gouvernement coréen, ils disent non, on n'organise rien. Voilà. Parce que oui, il y a des problèmes, les signatures, elles sont pas valables ou je sais pas quoi, mais globalement, il dit non. Il a fallu 10 ans de combat juridique pour les militants pour imposer ce référendum au pouvoir en 2023, donc le mois d'août dernier. Les militants, ils ont gagné à 59% des voix, large victoire. Sauf que deux choses, déjà pendant ce temps-là, tu as eu 10 ans d'exploitation du Yasuni, pendant que Correa et ses successeurs faisaient durer un peu le plaisir du référendum et de l'autorisation judiciaire, tout ça. Et surtout, le ministre de l'Industrie d'aujourd'hui, là, il a déclaré que le référendum n'était pas valable. Ah, pourquoi est-ce qu'il n'est pas valable? Parce que nationalement, oui, c'est le non à l'exploitation qui a gagné, mais localement, autour de la région proche du bloc, en fait, c'est le oui qui a gagné. Oui pour l'exploitation. Du coup, en fait, le local dépasserait le national parce que, en fait, ça arrange le pouvoir, quoi. Depuis 10 ans, il balade les militants sur des arguments débiles. C'est très probablement anticonstitutionnel de faire ça. Mais en même temps, le pouvoir, il fait ce qu'il veut parce qu'en fait, t'as pas de contre-pouvoir. Et c'est bien ça tout le problème. Parce que le pouvoir, c'est pas qu'un bout de papier, c'est pas qu'une constitution, et c'est encore moins un droit accordé par le pouvoir lui-même à une population. Soit t'as le pouvoir de faire des lois et d'imposer des choses dans l'économie, soit t'as pas ce pouvoir-là. Et visiblement, le peuple n'a pas ce pouvoir-là. Donc le peuple n'a pas le pouvoir. Malgré le fait que la Constitution dit oui, non, en réalité, le peuple n'a pas le pouvoir. Donc là, on a un peu fait l'histoire, démocratie, écologie, tout ça de l'Équateur, mais il y a quelque chose que moi, je conclus de tout ça qui est très, très, très intéressant, vous allez voir. Si on réfléchit bien à tout ça, pour des raisons historiques, l'Équateur a développé une culture anti-impérialiste contre les États-Unis.
Et aujourd'hui, il est en train de se construire avec les promesses trahies, avec les catastrophes, avec l'influence unique au monde du mouvement écolo. Et ben en fait, en Équateur, se développe petit à petit une culture anti-impérialiste, mais contre la Chine cette fois. Et là, je parle bien de la population, d'accord? Je parle pas de l'État. La population développe une culture anti-impérialiste contre l'économie chinoise. Pétrole, mines, pêche, construction, tous les secteurs investis par les boîtes et les banques chinoises font face à des contestations et même à des plaintes. Avec ses 20 millions d'habitants, l'Équateur est le 3e pays au monde à avoir déposé le plus de plaintes pour atteinte aux droits de l'homme contre les investissements chinois. Et ça, c'est assez historique parce que les États-Unis, ça fait aller depuis l'après-guerre qu'ils imposent leur impérialisme un petit peu partout. Donc, on a eu le temps de faire cette critique, on a eu le temps de voir tous les dégâts, les guerres, les catastrophes que ça produisait. Donc, c'est pas étonnant que se développe en Afrique, en Amérique, énormément d'anti-impérialisme états-unien. Sauf que la Chine, ça fait depuis 1999 qu'ils font véritablement énormément d'investissements étrangers, et 2001, l'OMC, tout ça. Donc, c'est beaucoup plus récent en réalité. Donc, on a moins eu le temps de voir les conséquences du développement de l'impérialisme chinois dans différents pays. Et au début, vu qu'il était en concurrence avec les États-Unis, du coup, il essayait d'être un peu plus arrangeant, tu vois. Sauf que dans de nombreux pays, on voit maintenant les conséquences de cet impérialisme-là. Et si cette contestation, elle est née, parce qu'à la fois, il y a eu cet impérialisme chinois-là qui s'est développé pendant 10 ans, 15 ans, et en même temps, une conscience écolo très développée, une conscience démocrate et sociale très développée, qui fait que la critique s'est rapidement faite, plus rapidement qu'ailleurs. On assiste donc pour la première fois, et ça va être un mouvement de l'histoire pour ces prochaines années, une critique de l'impérialisme à la fois états-unien et à la fois chinois. Et ça, c'est plutôt une assez bonne nouvelle. Et voilà, on arrive doucement à la conclusion de cette vidéo, c'est donc le moment de faire un petit bilan. On l'a vu au tout début, l'État a été utilisé par Correa et son mouvement pour casser les institutions des riches, que ce soit les médias, la constitution ou le pouvoir économique. Ça a donné beaucoup de pouvoir à l'État et c'est ça qui lui a permis de changer énormément de rapports dans l'économie et notamment de redistribuer beaucoup de pognon et sortir des millions de personnes de la pauvreté, tout en défiant, s'il vous plaît, le plus grand empire du monde. Le gouvernement Correa a dû pour ça intégrer le marché chinois pour avoir accès à des financements et à une production, ce qui a changé totalement le visage du pays. Cette relation économique, cette dépendance économique qui s'est créée au fil des années, c'est ça aujourd'hui qui détermine le gros de la politique de la nation équatorienne. Dépendance, spécialisation, surexploitation, endettement, tout ça, ce sont des contraintes qui sont très fortes et qui sont bien plus fortes que le respect des promesses démocratiques et écologiques qui ont été faites par le gouvernement coréen. C'est pour ça qu'ils sont bien beaux, tu sais, avec leur discours en disant le pouvoir est au peuple, le pouvoir est à l'État, le pouvoir est aux élus. En réalité, c'est souvent les contraintes économiques qui décident de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc si tu veux analyser un petit peu un pays, il vaut mieux regarder comment fonctionne son économie plutôt que de regarder à qui le pouvoir est attribué. C'est pour ça, lorsque Moreno a pris le pouvoir avec son coup d'État et qu'il s'est orienté un peu plus vers les États-Unis, en fait, il avait toujours une grosse domination de la Chine parce que c'est eux qui avaient les infrastructures et compagnie. Donc en réalité, même s'il y a eu un changement d'idéologie, même s'il y a eu un changement de tête, la politique, elle n'a pas tant changé que ça parce que les réalités économiques de domination sont plus fortes que le reste. Et il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est les conséquences pour les militants du coréisme, et ça, c'est absolument central. Suite à la victoire de Correa, beaucoup de militants ont délégué leur taf, leur espoir à l'État. Oui, parce que si nous, on était au pouvoir, c'était pas la peine de s'organiser en collectif pour continuer à lutter. Ou alors, il fallait lutter contre les anti-coréistes, mais pas contre l'État. Les réseaux forts lors de l'élection de Correa se sont alors défaits. Donc, quand il s'agit après de se remobiliser contre l'impérialisme chinois ou contre les trahisons de Correa, on n'y arrive pas, on n'y arrive plus. Alors, on se laisse faire et on n'est plus capable d'opposer une résistance, c'est-à-dire que d'autres décident pour nous. La question, c'était de savoir où est-ce qu'elle était la contestation capable d'imposer ses décisions face aux abus du parc Yasuni, face au coup d'État de Moreno. Alors il y a eu des manifestations en 2019 et des belles, mais ça n'a pas suffi. Le milieu militant s'est dilué dans un centralisme d'État, un centralisme qui n'a pas dépassé Correa et qui ne lui a pas survécu. Faut dire aussi que l'État équatorien, ils ont fait une poursuite judiciaire à fond contre Correa qui l'a obligé
projet à partir en Suisse et compagnie. Il y avait toute une histoire judiciaire dont on n'a pas parlé, mais qui est fort aussi. C'est-à-dire que l'État centralisé par Correa a été utilisé par les bourges contre Correa aussi et contre la population équatorienne. Et il y a un exemple de ça, ce sont les élections générales d'août 2023 qui se sont passées en même temps que les référendums. À la présidentielle, celle qui a gagné, celle qui était en tête du premier tour, c'est l'héritière du coréisme. Elle s'appelle Luisa González et derrière elle, il y avait Noboa, encore lui, le mania de la banane, sauf que cette fois c'était son fils. Ces choses-là se transmettent par hérédité, faut faire gaffe les gars. Un fait marquant, c'est l'élection qui a été marquée par les violences qui sévissent partout en Équateur après la propagation et de la misère et surtout des cartels de drogue venus du Mexique et du Pérou. Le candidat est le journaliste Fernando Villavicencio, celui-là qui avait révélé les scandales sur les contrats chinois, a été abattu quelques jours avant le scrutin, probablement par un cartel, alors qu'il était second des intentions de vote. On a donc une campagne qui a été très orientée sur la sécurité et très peu sur les problèmes démocratiques ou économiques. En 2023, on n'a donc pas pu assister à la campagne anti-impérialiste et pro-démocratique qu'il y avait eu en 2006. Le niveau politique, il a descendu. Et ça, en même temps que le coréisme a dissous de fait la puissance des organisations contestataires. Bref, le pouvoir, ça n'existe pas. Il n'y a que la capacité d'un groupe à s'organiser et à imposer ses intérêts. Et tu as plusieurs groupes qui s'affrontent et c'est pour ça qu'en général, une politique, ce n'est jamais totalement l'un ou totalement l'autre, c'est jamais caricatural parce que c'est le résultat de l'affrontement de ces différents groupes. Le problème étant que si le peuple se désorganise en croyant avoir gagné, et en fait il abandonne sa force et laisse d'autres groupes transformer la société. Et donc toutes les grandes décisions ont été prises dans cette relation-là entre l'État coréiste et l'impérialisme chinois, ce qu'on a décrit dans toute cette vidéo. Ce qui paraît un peu terrible, dit comme ça. Mais vous allez voir, la vidéo n'est pas terminée, il y a encore des choses à dire. Accrochez-vous, c'est la dernière ligne droite. Le coréisme nous montre qu'on peut conquérir l'État et affaiblir les institutions des bourges. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, d'accord? Ils l'ont fait, on peut le faire, ça a été utile. Le problème, c'est qu'il y en a eu deux des problèmes, c'est qu'il y a eu le poids de l'impérialisme chinois qui a pris beaucoup des décisions importantes pour le pays et qui l'a mis dans d'autres contradictions économiques. Et deuxième problème, ce sont l'effondrement des mouvements populaires et militants qui font que le peuple n'avait plus son mot à dire. Bon, déjà, les mouvements populaires, ça c'est facile parce que c'est nous. Donc il faut juste qu'on fasse le taf, il faut qu'on partage les bonnes vidéos, il faut qu'on finance les bons médias, il faut qu'on parle entre nous, qu'on fasse des collectifs de quartier, qu'on trouve des solutions, ça c'est notre taf, notre responsabilité. Par contre, à première vue, la question de l'impérialisme est compliquée, d'autant que le schéma de nation orienté vers l'exportation, en fait, c'est la majorité des pays qui sont comme ça, parce que la majorité des économies ont été développées par le capitalisme et principalement par l'impérialisme états-unien, qui a orienté la production de tous les pays vers des trucs un peu à la con. Sauf que là encore, il n'y a absolument rien de définitif et pour deux raisons. Déjà, aujourd'hui, il y a une très forte concurrence impérialiste entre d'un côté la Chine et de l'autre côté les États-Unis, qui permet à plein de pays de faire jouer un petit peu les enchères en permanence et c'est le cas notamment de pas mal de pays africains. Ils se servent de ça pour pouvoir créer un peu un nationalisme et une indépendance de cette façon. Et surtout, on est aujourd'hui à un stade d'évolution du capitalisme qui a produit beaucoup d'autres économies qui débordent aujourd'hui à international. L'Inde, l'Arabie Saoudite, la Turquie, la Russie, qui sont tous en concurrence sur les mêmes marchés, notamment sur l'industrie et l'énergie. Alors selon les projets, on peut mettre en concurrence des dizaines de pays différents pour essayer d'obtenir meilleur gain de cause. Alors évidemment, la guerre à venir mettra fin à ça, mais en attendant, une bonne politique d'un État révolutionnaire peut jouer les équilibristes et négocier des contrats qui permettent de développer l'économie du pays, de construire de grandes entreprises nationales et de gagner une certaine forme d'indépendance. Parce que je reprécise, l'indépendance et la souveraineté, ce n'est pas une politique d'une nation, d'accord? C'est ce qui permet la politique d'une nation en dehors des cadres internationaux qui sont imposés par les plus forts que nous, c'est tout. Et pendant le montage de la vidéo, on a appris qu'il y a quelques semaines, durant le G7, tu as les États-Unis qui ont annoncé de vastes plans de financement pour racheter de la dette chinoise envers plusieurs pays en développement, et notamment l'Équateur. L'idée, c'est de reprendre le contrôle de plusieurs infrastructures qui ont été rachetées par la Chine pour empêcher le développement économique, commercial et financier des entreprises chinoises. Ce qui montre bien que la concurrence entre les deux empires permet à des pays comme l'Équateur de pouvoir faire jouer la concurrence et tirer un peu profit de la situation, même si évidemment rien n'est gratuit. Quand on connaît les règles du jeu, on peut tirer avantage des contradictions du capitalisme. C'est comme ça que l'économie chinoise est passée d'une économie paysanne à être l'usine du monde jusqu'à devenir aujourd'hui une des plus grandes puissances impérialistes du monde, ou peut-être même la plus grande.
Les entreprises états-uniennes et européennes ont créé leur ennemi parce qu'à court terme, ça leur était profitable. Donc nous aussi, on peut être malin, pas pour devenir comme la Chine, d'accord, mais pour utiliser ces contradictions pour se libérer des chantages et développer ce qu'on veut développer dans notre intérêt à nous, le peuple. Ok, deuxième argument qui montre que au niveau des jeux économiques mondiaux, etc., rien n'est joué d'avance. Et cet argument-là, il est très très fort. C'est nous les Français. Voilà, c'est nous les Français. On est chauvin, donc on aime bien dire nous les Français. Nous les Français. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pour la simple et bonne raison qu'on est un pays qui est extrêmement politisé. On a beaucoup d'expériences militantes. On subit une forte violence économique avec des débiles qui sont au pouvoir, ce qui fait qu'on va bouger dans les mois à venir. Et si nous sommes suffisamment organisés et que nous allons jusqu'au bout, qu'on chope l'État en construisant en parallèle et en même temps et à côté un très fort mouvement populaire organisé et qui prend de la puissance, on aura alors entre les mains l'une des plus grandes entreprises de pétrole au monde. On aura pareil pour le gaz, on aura pareil pour l'électricité, on aura pareil pour les trains, on aura pareil pour les minerais, on aura pareil pour l'automobile, on aura pareil pour le luxe, on aura pareil pour le BTP, on aura pareil pour l'armement, on aura pareil pour la pharmacologie, le tout avec le plus grand système bancaire d'Europe. Parce qu'évidemment, si on fait bien les choses, on fait les bonnes nationalisations qui vont bien, ce qui fait que ces entreprises-là ne vont plus répondre aux ordres de leur patron, mais à nous. Et ça, au niveau des rapports internationaux, ça change totalement la donne, mais alors totalement. Avant, ces entreprises-là utilisaient l'État pour pouvoir faire du profit à l'étranger. Dans ce cas-là, c'est nous qui utiliserons ces entreprises pour pouvoir aider les copains à l'étranger et construire de très grandes alliances internationales. Total, par exemple, installera les bonnes infrastructures pour que les peuples puissent tirer profit de leur richesse, du pétrole ou du gaz, par exemple, selon leur volonté à eux. Vinci construira des immeubles pour satisfaire les besoins des gens, pas pour les actionnaires. Sanofi formera des milliers de techniciens partout dans le monde et construira partout des laboratoires, des usines à médoc et à vaccins avec des brevets libres pour briser le chantage partout de Big Pharma. La Société Générale bâtira des systèmes bancaires nationaux indépendants pour que les pays du monde puissent dire merde au FMI comme aux banques chinoises. Tu vois, c'est comme Cuba. Eux, pour leurs relations internationales, ils vendent pas des bombes, ils essaient pas d'escroquer un maximum de personnes, ils envoient des médecins. Ben là, ce sera pareil avec une énorme industrie et avec beaucoup plus de pays. Ce ne sera plus soit les États-Unis ou soit la Chine. Il y aura une troisième voie, une troisième option, parce que les outils de production qui permettent concrètement l'indépendance d'un pays, de restructurer totalement une économie, seront dans nos mains à nous, et c'est nous qui déciderons de quoi qu'est-ce qu'on veut en faire, de nos richesses et de notre travail. Alors que jusque-là, ce sont les règles capitalistes du profit, de la dette, de la saturation de marché qui décidaient d'où allait la production et qui la méritait. Il n'y aura pas eu besoin de la Chine, des endettements à 7% pour des infrastructures à la con ultra-productivistes qui polluent partout. Non, il n'y aura pas eu besoin de ça. Il y aura eu des entreprises françaises qui auraient donné toutes les billes pour que l'Équateur puisse se développer et peut-être même demander des garanties démocratiques, écologiques et sociales pour peser dans le rapport de force entre l'État et la population. On peut imaginer ce genre de choses. Par exemple, on peut se dire que si Total doit installer des puits de pétrole au Venezuela et l'exploiter, et ben en fait, c'est pas Total qui doit le faire, c'est ils le font et en donnant des billes et tout le matos qu'il faut aux entreprises vénézuéliennes, tout en faisant en sorte de démocratiser ces entreprises vénézuéliennes et avec un référendum imposé pour savoir si oui ou non ils veulent exploiter ce truc-là. Et ça se fait en fait, c'est les rapports internationaux. Jusque-là, les rapports internationaux, c'était se faire du fric au maximum, et ben on peut en inventer d'autres. On ne donne pas de l'argent, on ne donne pas juste des matières premières ou des matières finies, on donne des industries, des techniciens, des écoles qui permettent l'indépendance des pays. Et il ne doit pas y avoir beaucoup d'autres pays dans le monde, autres que la France, qui soient à la fois aussi avancés économiquement, tout en étant aussi révoltés. Et ça ne veut pas dire que tout se joue en France, évidemment. Ça veut juste dire que nous, Français, nous avons un rôle à jouer dans cette histoire. Il y a un enjeu mondial dans nos manifestations, et donc il ne faut pas l'oublier et garder la hauteur qui nous permette toujours d'avoir ça en tête. On est des gens sérieux, on sait pourquoi on fait les choses, et c'est pour ça qu'on va les faire bien. Bref, ce que moi je ressens, en tout cas avec cette histoire de l'Équateur, c'est un profond respect pour tout le travail militant qui a été accompli là-bas et qui a permis de faire toute cette politique-là. Et ce que ça donne envie, c'est de participer à la fête, nous aussi, pour qu'on puisse dépasser collectivement toutes les limites qui ont été atteintes par le peuple équatorien et qui sont pas du tout des limites fatales comme on l'a vu. Bref, c'est là-dessus qu'on termine, amis réfractaires. J'espère que ça vous a plu et que vous avez dorénavant plein de nouvelles histoires en tête et des nouveaux visages en tête qui vous permettent de
comprendre un petit peu mieux ce qui se passe et d'avoir des références sur qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà, je trouve que l'Équateur pour ça, c'est parfait. Et donc si ça vous a plu, n'oubliez pas que tout ça a été possible parce que des personnes ont donné des sous à un moment donné dans l'histoire du canard et que si vous voulez que ça continue, eh ben vous pouvez participer financièrement. Tous les liens sont en description et avec ça, on va pouvoir continuer encore et encore à faire des vidéos comme ça. Si tu veux suivre tout ce qui va se passer en Équateur et dans d'autres pays du monde, tu as aussi Actu Réfractaire, notre chaîne quotidienne où on aborde tous les jours des sujets différents et dont on vous tiendra au courant évidemment de ce qui va se passer en Équateur. Sur ce, amis réfractaires, à la prochaine, portez-vous bien et puis voilà quoi. Vivement que les manifs ça reprend, là on a plein d'idées en tête. Hein. Pourquoi ?